suis Frédéric Laporte. Vous pouvez traduire à peu près dans toutes les langues, c'est pratique. Et avec moi se trouve Julien Taupin. Nous sommes donc tous les deux collaborateurs de la société IN Group. IN Group, on verra quelques chiffres tout à l'heure. C'est une société qui en fait existe depuis très longtemps. Et ce dont on va parler aujourd'hui, c'est dans des contextes où on augmente à vitesse grand V et même à marche forcée l'utilisation du télétravail, des conditions de travail à distance, et besoin malgré tout là, dans ce contexte de savoir à qui on a affaire, d'identifier, d'authentifier les gens. Voilà, on a un certain nombre de solutions qui sont déployées par IN Group à l'échelle des États, d'une manière générale. Je terminerai là-dessus, d'ailleurs, ce sera un dernier visuel. Et à l'échelle des entreprises, en utilisant l'ensemble des technologies de Nexus, qui est une société IN Group, sur une plateforme qui s'appelle Smart ID, l'identité intelligente. On est bon? Oui, mais si tu peux le passer aussi. Donc, Nexus est une société à l'origine suédoise, basée à Stockholm pour le headquarter. C'est une société qui est également en Allemagne, qui est en France, bien entendu, partagés locaux pour la partie IN Group. Elle travaille essentiellement autour de tout ce qui va être les collaborateurs, l'usage en entreprise de l'identité numérique. Et cette identité numérique, au-delà de la workforce, comme on dit en anglais, donc des collaborateurs, ça s'étend aussi à ce qu'on appelle l'IoT. Alors comprenez dans l'IoT, Internet of Things, les objets de l'Internet, comprenez des systèmes d'information. Vous ne le savez pas, mais Nexus produit des énormes volumes de certificats électroniques qui sont utilisés par exemple pour l'authentification des bornes radio qu'on utilise dans les télécoms, ce qu'on appelle les base stations. Donc quand l'opérateur envoie des informations vers une borne, la borne ne doit pas accepter des informations de n'importe qui. Donc cette sécurisation aujourd'hui dans le monde des télécoms, qui est très usitée, les clients ça va être des gens comme Vodafone par exemple, c'est fait dans le cadre de ce qu'on appelle nous l'IoT. On trouve ça également dans tout ce qui est utilisation en environnement industriel. Vous avez un de nos plus gros clients dans le monde, ça va être le groupe Volkswagen, Audi. Aujourd'hui, donc le groupe Volkswagen va mettre à jour, piloter différents robots qui sont dans les usines. Et bien entendu, vous ne voulez pas qu'un robot qui est dans une usine prenne une carcasse de voiture pour l'envoyer valdinguer dans l'atelier. Donc vous avez besoin de sécuriser les communications avec des objets. Voilà, donc l'identité numérique, pour le coup, elle n'est pas que pour des individus, elle est aussi pour des objets d'une manière générale. Bon, je vous fais la version rapide, on utilise bien sûr des systèmes de critères communs comme AL4+. La société est complètement ISO 27001 pour la partie qualité. Les entreprises qui utilisent les technologies Nexus sont dans le top 500 des entreprises dans le monde. Voilà, et c'est une société avec une quinzaine de bureaux dans 9 pays, 300 employés qui sont donc au sein d'IN Group, qui du coup est un petit peu plus gros. Alors pour ce qui est de IN Group, donc version courte, une société créée en 1538, j'ai bien dit 1538. À l'époque, nous étions l'imprimeur du grec pour le roi c'était François Ier. Donc si vous regardez le logo, la salamandre, en fait c'est l'insigne du roi François Ier. Pour ceux qui sont allés au château de Chambord, vous l'avez un petit peu partout, en haut des escaliers, sur les cheminées, etc. etc. Ça reste notre emblème. Donc IN Group, c'est le groupe Imprimerie Nationale. C'est la version, la marque de la société pour aller à l'international. Mais c'est la société qui fait, si vous êtes français ou pas d'ailleurs, on fait beaucoup de documents pour vous, de votre permis de conduire à votre toute dernière carte nationale d'identité, passeport, j'en passe, c'est les meilleurs. Voilà. Donc 400 millions de chiffre d'affaires, une société de 1700 personnes qui regroupe un certain nombre d'activités, mais je ne vais pas vous faire le pitch commercial. Si vous voulez l'entendre, venez me voir sur le stand E1, à côté du ministère des Armées. Je serai ravi de vous en dire un peu plus sur notre société. Alors, je pense qu'on peut passer à la suite. Alors le contexte d'usage, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est l'usage de l'identité dans un contexte où on a besoin d'avoir des bureaux flexibles, autrement dit des bureaux qui sont dans les locaux de la société, mais aussi des bureaux qui sont en fait ailleurs, soit dans des espaces de co-travail, de coworking comme on les appelle, soit chez soi d'une manière générale. C'est ce qui se fait aujourd'hui. Forte augmentation du télétravail. Je pense que vous le subissez tous ou que vous le vivez tous avec plus ou moins de bonheur, d'une manière générale. Et comme je le disais aussi, cette numérisation, ces modes d'usage
se développe en fait sous la pression, hein, sous l'obligation quelquefois légale de travailler à distance pour les métiers qui peuvent le faire. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça une digitalisation à marche forcée. Je vais passer la parole à Julien pour la partie purement Nexus. Oui, bonjour. Donc effectivement là je vais faire un focus sur vraiment les solutions Nexus et on va voir comment elles peuvent nous aider dans cette marche forcée vers le home office de manière sécurisée. Donc en fait dans notre solution s'appelle Smart ID mais va être composée de plusieurs packages qui vont permettre de dériver l'identité sur différents supports. Et c'est cette dérivation d'identité sécurisée qui va nous permettre de travailler dans des environnements dans lesquels personne ne va pouvoir venir intercepter des données. Et donc cette sécurisation, elle commence, alors malgré tout, même si on est de plus en plus en home office, on va quand même de temps en temps au bureau. Donc on va commencer par délivrer une identité sur un support physique, votre badge avec votre photo, votre nom, votre fonction. La solution Smart ID va permettre de produire ce badge, branché sur des bases de confiance, donc les bases AD, RH, toutes sources d'utilisateurs. Ensuite, cette même identité, on va pouvoir la dériver de manière numérique. Donc on va avoir le package Digital ID Management, où là, on va faire finalement la même chose, c'est-à-dire dériver l'identité sur un support, cette fois sur un support numérique. Donc ça peut être à nouveau le badge, la partie carte à puce, mais ça va être aussi le mobile pour des authentifications distantes, parce qu'on parle de home office donc avec son laptop, mais on peut aussi accéder à ses mails depuis son smartphone. On va avoir vraiment beaucoup de canaux d'utilisation de son identité numérique. Ensuite, on a un autre package qui rejoint en fait le package de Physical ID, mais qui l'étend. C'est-à-dire, une fois que j'ai produit mon identité physique sur mon support, je veux pouvoir l'utiliser. Et donc, je veux pouvoir tout simplement ouvrir les portes de mon bureau. Là, notre solution va être capable d'aller, en plus d'avoir encodé le badge sur la partie RFID, MyFair Desfire, on va être capable d'aller enregistrer l'utilisateur auprès des systèmes de contrôle d'accès. Donc, de manière un peu similaire, on va avoir aussi le Digital Access Management. De la même manière que j'autorise mon badge à ouvrir mes portes, je vais autoriser mon identité numérique à ouvrir mes portes numériques finalement, donc m'authentifier et typiquement accéder à Office 365 pour consulter mes mails. Donc là, on va se positionner en provider d'identité. Enfin, dernier point, on a la partie vraiment purement PKI pour des usages vraiment très techniques, typiquement sécuriser des serveurs, des routeurs, des firewalls. Oui, exact. Donc PKI, Public Key Infrastructure ou IGC en bon français. Infrastructure à gestion de clés. Donc là, on va faire plutôt un focus sur la partie Digital ID. Comme vous l'avez vu dans le slide précédent, on est vraiment capable, nous, de gérer les deux types. Sur la partie Digital ID, historiquement, on va dire, on est capable, comme je le disais, de déployer l'identité sur des cartes à puce. Donc carte au format carte ou au format token USB. Mais de plus en plus, comme je le disais, on a des usages différents. Donc on va être capable, on va vouloir déjà faire la même chose avec son mobile. Donc comme vous le voyez sur la partie droite, donc on va dériver l'identité sur le mobile. Et comme vous le voyez, on a notre application mobile qui est une espèce de portfolio de cartes où on a repris volontairement le visuel de la carte à laquelle on va aussi attacher une identité numérique pour l'authentification et des certificats. On verra après tous les différents types d'usages que l'on peut faire de ces certificats. Alors, juste une petite précision, donc en fonction de votre niveau de familiarité avec certaines technologies, le principe il est assez simple. Hein. La PKI, donc l'infrastructure gestion de clés, va nous permettre d'envoyer des certificats dans différents supports, physiques ou complètement dématérialisés à l'intérieur d'un terminal mobile. On va sur cette base pouvoir s'en servir pour vérifier qui est la personne au moment où elle présente ce certificat avec un code qui est une clé privée, à savoir un code PIN. C'est ce que vous faites probablement quand vous utilisez un système de paiement bancaire, tout simplement.
Et effectivement, là où d'ailleurs on voit le lien entre IN Group et Nexus, c'est que finalement IN Group produit des cartes d'identité. Nous, Nexus, on produit des cartes d'identité numériques, c'est-à-dire les certificats numériques. Et dernier support, on va dire, d'identité numérique, c'est le laptop lui-même. La plupart intègrent une TPM, c'est-à-dire une puce dédiée à la cryptographie que l'on peut utiliser pour faire de la gestion de certificats, déployer des paires de clés. Donc ça, c'est technique, mais au final, l'utilisation, ça va être eh bien, le smart card logon, la signature de mail, l'authentification sur des applications distantes. Alors, ça veut dire quoi très concrètement dans l'expérience utilisateur? Lorsque c'est la smart card, donc la carte, on va devoir l'insérer dans un lecteur, que le lecteur soit externe ou qu'il existe un lecteur intégré au clavier ou au système de votre ordinateur. Si c'est une application mobile, on va avoir le système central qui demande à vérifier votre identité, qui va envoyer une information, ce qu'on appelle un challenge, sur le mobile. Vous rentrez un code qui est code de votre choix, qui permet de déverrouiller l'application sur le mobile et donc de vérifier votre identité. Dernier cas d'usage, donc à l'intérieur des PC, donc sur les machines Windows, à mon grand dame, je suis un ancien d'Apple, vous avez ce qu'on appelle des Trusted Platform Modules. Imaginez tout simplement une carte à puce, dont la puce est soudée sur la carte mère de votre PC. On va dire que ça ressemble à ça. Donc de la même manière qu'on sait personnaliser la puce de la carte à puce, on sait personnaliser la puce qui est sur la carte mère du PC. Donc au moment où je reçois une demande d'authentification, au lieu d'aller chercher la vérification dans la carte à puce ou à l'extérieur dans le mobile, on va aller dans le PC, on va taper son code PIN de la même manière qu'on le fait pour sa carte à puce et le PC va eh bien, assurer l'authentification pour lancer une session Windows, se connecter à un site ou des choses comme ça. Alors on verra quelques vidéos de démonstration. Pour ne pas faire trop long, on en a juste sélectionné 3. Après vous pouvez venir sur notre stand, on pourra vous montrer d'autres use cases. Donc voilà, typiquement, les cas d'usage de l'identité numérique, la première sécurisation, c'est vraiment l'accès au poste, donc c'est le Windows Login. L'avantage des solutions PKI, c'est qu'il y a tous les autres use cases qui vont être dérivés grâce à cette création d'identité, notamment la signature et le chiffrement, en l'occurrence déchiffrement des mails, l'authentification à votre VPN et aussi l'authentification aux applications web. Donc, comme on l'a dit, nous, on va déployer les certificats alors, aux grandes dames de Frédéric dans la partie Microsoft des TPM, mais l'avantage, c'est que l'authentification fonctionne sur tous les navigateurs. Donc, une fois qu'on a délivré ces identités, finalement, on n'a fait qu'une première étape. C'est-à-dire, je donne l'identité numérique à mon collaborateur et ensuite, il peut s'authentifier. Mais ce qui est important, c'est de gérer le cycle de vie de cette identité. C'est-à-dire que en tant qu'utilisateur, j'ai ma carte, à un moment, il y a des chances que je l'oublie. Donc, je vais avoir besoin qu'on me délivre une carte temporaire. Il y a aussi des chances pour que je la verrouille. Je vais revenir de 3 semaines de vacances. Je vais mettre 3 mauvais codes PIN, la carte n'est plus utilisable. Et donc notre solution va permettre vraiment de gérer tout ce cycle de vie. Émettre les cartes temporaires, débloquer les cartes, donc soit par un opérateur, un helpdesk, ou soit ce que nous on essaye de pousser au maximum en self-service. Ce qui permet justement de limiter l'occupation du helpdesk et surtout d'être pourquoi pas plus rapide. Et d'où aussi l'intérêt d'avoir plusieurs supports d'authentification. J'ai bloqué ma carte, je vais quand même pouvoir m'authentifier grâce à mon mobile et je vais pouvoir débloquer ma carte. Alors, dans cette gestion, on va un petit peu plus loin que beaucoup d'acteurs. Un des éléments clés, c'est de pouvoir avoir des gestions dynamiques intelligentes. Je vais vous donner un cas d'usage très simple. Lorsque je pars en congé, par exemple, eh bien, le système sait de quelle date à quelle date je vais être en congé. Le contrôle d'accès physique, autrement dit la possibilité de rentrer dans les bâtiments, va être suspendu, alors que le contrôle d'accès logique, qui me permet de me connecter à distance si je souhaite, par exemple, accéder à mes emails, c'est à la discrétion, on va dire, de l'entreprise de dire si ça reste ouvert ou pas. Et donc, la sécurisation en termes d'accès physique, si quelqu'un venait à prendre ma carte, on ne remarquerait pas son passage s'il utilise ma carte physique pour rentrer dans les bâtiments. Pas possible pendant mes vacances.
Par contre, je peux me connecter à distance ou pas, ça c'est la politique sécurité et de gestion des ressources humaines de l'entreprise qui permet de le fixer. Mais tous ces niveaux de on ouvre, on suspend, on révoque, on remplace, on offre des offres alternatives, des moyens alternatifs d'identification, de connexion, etc., sont gérés d'une manière globale par rapport à des référentiels d'entreprise. Donc tout à l'heure, Julien vous disait l'AD, donc l'Active Directory, qui est le répertoire informatique, ou la base RH, donc Human Resources ou ressources humaines. Typiquement, le système de ressources humaines, lui, il sait si je suis supposé prendre mes vacances ou pas. Et c'est celui qui pourra servir de référentiel pour activer ou désactiver, par exemple, le contrôle d'accès physique. Et effectivement, là, on parle des absences temporaires, mais un des points très importants aussi, c'est le off-boarding, c'est-à-dire dès qu'un employé a quitté la société pour une raison ou pour une autre, l'avantage de gérer à la fois les accès physiques et les accès logiques dans la même solution, c'est que nous, on va détecter ce changement d'état et on va désactiver tous les comptes d'accès à la fois logiques et effectivement les accès physiques. Donc, même si quelqu'un récupère ma carte, il ne pourra pas entrer dans les locaux, il ne pourra pas s'authentifier sur mes applications. Donc là, vous entendez bien le côté fin de contrat, ça c'est géré par les ressources humaines. En fait, d'une certaine manière, l'accès aux différentes ressources physiques de l'entreprise ou logiques d'un point de vue informatique, c'est carrément le logiciel entreprise qui gère les ressources humaines, la fin de contrat, qui va piloter la révocation de l'ensemble des droits, des moyens d'accès informatiques ou physiques. Alors, quelques cas clients qui utilisent nos solutions. Donc, on a le groupe Airbus qui avait plusieurs PKI de plusieurs technologies différentes et qui a dû avoir une augmentation de ses besoins de PKI en termes de volume, notamment piloté par des normes, donc RGPD et DAS. Et donc, ils sont passés sur nos solutions, ce qui veut dire qu'on a fait la migration de toutes les PKI existantes et la création de nouvelles PKI pour de nouveaux usages, à la fois pour des certificats utilisateurs, mais aussi dans le domaine de l'IoT. Ensuite, on a donc le groupe Vinci Énergie. Alors là, on va être dans un domaine qui est à mi-chemin entre la workforce et l'IoT, ce que nous on appelle le workplace IoT. Donc en gros, c'est délivrer des certificats de manière automatique à des composants physiques, donc les laptops, les serveurs, les firewalls. Donc ici, on n'a quasiment pas d'interface, mis à part pour les administrateurs, qui vont en gros définir les règles d'obtention du certificat. Ensuite, finalement, tous les utilisateurs de Vinci utilisent notre PKI sans le savoir, c'est totalement transparent. Ils ont juste à brancher leur laptop et tout est fait de manière totalement transparente. Enfin, on a le ministère des Finances qui utilise notre plateforme depuis 2018, justement pour dériver leur identité dans les puces TPM, les fameuses... Trusted Platform Module. Voilà, les fameuses cartes à puces embarquées dans les laptops. Donc là, l'idée est vraiment de déployer ces certificats à la fois pour faire de l'authentique, de la signature, du chiffrement. Les utilisateurs ont accès au self-service pour gérer leurs puces, faire du recouvrement de certificats de chiffrement, donc vraiment avoir la capacité de sécuriser toutes leurs transactions et leurs authentifications. Donc on va faire quelques démonstrations vidéo. Alors vous pouvez venir sur notre stand, on peut essayer de faire des démonstrations en live. Hélas, le réseau Wi-Fi et 4G n'est pas extraordinaire, donc on a préféré vous montrer de manière plus fluide au travers de vidéos. Donc on va avoir 3 use cases finalement standards, avec un gros focus sur la partie mobile. Donc déjà, comment je crée mon identité sur mobile. Ensuite, comment j'utilise mon mobile pour ouvrir ma session Windows. Et enfin, un autre cas qui est un mix, on va dire, de nos différentes solutions. C'est-à-dire utiliser ma carte à puce physique, mais sur mon mobile pour m'authentifier. Toi, tu vas finir brûlé pour sorcellerie, hein. Méfie-toi. Hein. Je vais essayer de... Voilà, alors là, ici, je suis sur une interface administrateur. Pour le coup, on n'utilise pas le self-service. Donc moi, en tant qu'administrateur, j'accède à la fiche de la personne
qui vient me demander d'activer son identité sur mobile. Je vérifie que c'est la bonne personne. Ici, j'ai la possibilité de dire comment elle m'a prouvé qu'elle était la bonne personne. Est-ce qu'elle m'a montré son passeport, sa carte d'identité? Éventuellement, j'aurais pu piloter un scanner et enregistrer le scan de cette pièce d'identité. Je génère un QR code. Sur la droite, vous pouvez voir au niveau du téléphone, l'utilisateur a lancé son application Smart ID, a scanné le QR code. Il définit un code PIN parce que techniquement, on va réellement déployer des clés privées, donc avec la même sécurité que sur des certificats. La personne là dispose de Face ID sur iPhone, donc elle va pouvoir utiliser sa biométrie pour déverrouiller l'accès à la fonction. Et là, ça y est, c'est terminé. L'utilisateur a son identité sur mobile. Un des gros avantages de notre solution, c'est sa flexibilité. C'est-à-dire que là, vous avez vu un cas où l'opérateur a généré le QR code. Le problème dans ce genre de cas, c'est que techniquement, il aurait pu scanner le QR code pour usurper l'identité. Donc, on peut prévoir d'autres workflows. Je vais envoyer, par exemple, un OTP à l'utilisateur qui va devoir me présenter. Je vais saisir pour la vérification. Un OTP, un one-time password, un mot de passe qui ne fonctionne qu'une fois. Exactement. On est des grands spécialistes des acronymes. Je ne sais pas si vous êtes tous très à l'aise avec. On aurait dû mettre des sous-titres, en fait. On va aussi pouvoir, pourquoi pas, le QR code, l'envoyer par mail. Il va avoir une durée de vie très courte, comme ça l'utilisateur le reçoit, le scanne. Il n'y a que lui qui a accès à sa boîte mail, donc il n'y a que lui qui va pouvoir le scanner. Donc la démo suivante, alors ça va être, une fois qu'elle a cette identité, comment elle va s'authentifier sur sa session Windows. Donc comme vous le voyez, côté Windows, on a vraiment les écrans standards. Je sélectionne une carte à puce. Pour Windows, c'est une carte à puce. L'utilisateur a reçu une notification sur son téléphone. Alors là, ça va très vite, parce que comme il utilise Face ID, eh ben, il a, entre guillemets, rien eu à faire. C'est-à-dire que le téléphone l'a reconnu automatiquement. Par contre, derrière, par exemple, dans les logs Microsoft, côté Microsoft, c'est vraiment une authentification Smart Card Logon qui a été réalisée. Je vous le refais au ralenti. Donc l'utilisateur qui a son téléphone à la main, tout ce qu'il a eu à faire, s'il utilise un téléphone type Apple où on fait de la reconnaissance faciale, hein, ça peut être soit Touch ID, c'est l'empreinte, soit c'est la reconnaissance faciale, au moment où le challenge, donc la demande d'authentification arrive sur le smartphone, je présente le smartphone en face de mon visage qui reconnaît que je suis la bonne personne, et du point de vue informatique, c'est comme si j'avais présenté ma carte à puce et le code PIN. Donc en clair, la partie biométrique, elle reste dans votre smartphone. Hein. Il n'y a rien qui circule sur le réseau. Oui, effectivement, on s'appuie sur les fonctions standards biométriques de iOS et Android. Donc on va pouvoir faire du fingerprint, de l'empreinte digitale sur Android et fingerprint ou Face ID sur Apple. Alors, dernière vidéo, ça va à nouveau aller très vite. En fait, c'est l'intérêt de nos solutions, c'est justement d'être très ergonomique. Du coup, c'est vrai qu'en vidéo, ça va rapidement. Donc, l'idée, ça va être d'accéder depuis mon téléphone à une application. Et par contre, cette fois-ci, je veux avoir protégé l'accès à cette application vraiment par la carte à puce physique, qui a des certifications plus avancées. Donc là, on voit que l'utilisateur a été prompté. Comme il va accéder à sa carte à puce, on lui demande son code PIN. Il le place à l'arrière de son téléphone. Donc là, on utilise les communications sans contact NFC. Near Field Communication. Voilà. Donc voilà, là, c'était très rapide. Une fois que j'ai saisi mon code PIN, j'ai présenté ma carte. J'accède à mon portail d'application. Donc là, on n'a pas trop eu le temps de voir, mais derrière, après cette authentification forte, je vais pouvoir faire du SSO et accéder à plusieurs applications web sans avoir à me réauthentifier. Alors vous devez vous demander pourquoi on utiliserait la carte à puce alors que tout à l'heure on s'authentifiait directement depuis le mobile. La raison est relativement simple. Dans les normes européennes autour de l'identité numérique, aujourd'hui vous avez on va dire un standard pour faire simple, mais en gros une régulation qui définit des échelles, une échelle de 3 niveaux en termes de qualité de l'identité. Cette identité, donc ça s'appelle eIDAS ou eIDAS en français, ça va définir le fait que votre identité puisse être faible, substantielle ou élevée. Alors, pour vous expliquer les choses le plus simplement du monde, une identité faible, c'est ce que vous avez quand vous utilisez uniquement un nom d'utilisateur et un mot de passe, comme une adresse email et un mot de passe. Je peux, moi, déclarer que je m'appelle Frédéric Laporte ou Fred Zodor, pour faire la version anglaise, auprès d'Apple. Apple ne vérifie rien.
mais dans le monde Apple, dans l'univers Apple, dans l'écosystème Apple, je vais utiliser mon Fred Zodor comme étant mon identifiant avec le mot de passe qui va bien. Ça leur correspond, c'est très bien. Si on veut monter d'un cran et qu'on veut utiliser cette identité Fred Zodor ou Frédéric Laporte dans un autre contexte, on va me dire, en fait, ça vaut peau de balle, votre nom là. Apple ne vous a pas demandé de prouver votre identité auprès d'une personne, d'un agent ou de quoi que ce soit. Donc cette identité faible ne sera pas utilisable, par exemple, pour accéder à mon compte bancaire, d'une manière générale. Et puisqu'on parle de compte bancaire, pour ouvrir un compte bancaire, la régulation nécessite de rencontrer la personne physiquement, d'avoir la preuve de son identité sur la base d'un document d'identité régalien, passeport, carte de séjour, carte d'identité, etc. Et donc cette présentation est nécessaire pour avoir au départ le droit d'ouvrir un compte bancaire. Donc pour ouvrir un compte bancaire, on va me demander de présenter le titre physique. Je pourrais vous sortir ma toute nouvelle carte nationale d'identité fabriquée par Yen Group. On va me demander de présenter le titre physique. Eh bien, c'est la même chose du point de vue informatique. Pour certains systèmes d'information, on ne peut pas s'appuyer sur cette identité intermédiaire, qui est donc le niveau IDAS substantiel. Et en fait, pour des raisons techniques, même si le processus de ce qu'on appelle l'onboarding, donc la création du compte utilisateur, est la même pour différents usages, si le secret, donc le certificat mathématique, cryptographique en l'occurrence, qui est stocké, si ce certificat est stocké dans un coffre-fort physique numérique, ce qu'on appelle par exemple une carte à puce, qui répond à un niveau de sécurité qu'on appelle le niveau de sécurité critère commun, EAL4+, c'est promis, j'arrête, eh bien, votre identité peut être une identité de niveau élevé. Le même processus qui donne lieu au fait que le certificat soit stocké dans un container logiciel à l'intérieur de votre téléphone interdit la reconnaissance niveau élevé. Et donc, vous pourrez vous en servir dans des tas de cas d'usage pour vous connecter sur votre compte bancaire, par exemple, mais pas pour créer votre compte bancaire. Voilà. Donc, il y a des moments où vous allez faire des tas d'authentification basées sur le container logiciel qui est dans le mobile. Et à un moment, on va vous dire, ben oui, mais là, pour ce type d'usage, comme par exemple créer un compte bancaire ou donner procuration à quelqu'un pour aller voter à ma place, vous voyez un peu le genre, eh bien là, on va devoir présenter le titre physique. Et aujourd'hui, ce qu'on fait parfaitement, c'est d'utiliser le titre physique. La plupart de ces smartphones, aujourd'hui, sont capables de lire par le sans contact eh bien, la puce à l'extérieur. Et donc, on vérifie la présence du titre physique et du code PIN sans que vous disposiez d'un lecteur de carte dans votre PC pour pouvoir vous connecter. Alors là, je pense que je vais te laisser la main. Next customer, please. OK. Alors, je parlais là justement de cet enrôlement. Donc, on parle du visuel. J'essaie de ne pas faire de franglais de trop pour mes petites camarades qui font la traduction là-bas. Vous avez les deux cas d'usage qui sont, je vais présenter un support matériel pour faire du contrôle d'accès physique, c'est en haut à droite, ou bien du contrôle d'accès logique, donc me connecter à des systèmes informatiques, c'est ce qu'on a en fait sur la droite, en bas sur le visuel. Dans le cadre du contrôle d'accès physique, la technologie qui est utilisée, c'est une technologie de fréquence radio, RFID, ça veut dire Radio Frequency Identifier. Dans le cadre de la connexion sur des systèmes d'information, on utilise des certificats. Donc c'est ce que génère une PKI dont on parlait tout à l'heure. C'est ce qui est donc dans les systèmes industriels d'une manière générale. Aujourd'hui, vous en trouvez même dans vos voitures, contrairement à ce que vous pouvez imaginer. Ça y est, l'informatique est partout. Et pour pouvoir arriver en ça, en fait, là, on vous a parlé finalement de la plomberie, de la solution technique qui permet de gérer le cycle de vie de ces identités, les différentes représentations, etc. Mais il y a tout un travail qui est en amont. Donc, si je prends l'identité en entreprise, en amont, eh bien, on peut imaginer le département des ressources humaines. Avant que nous, on puisse techniquement se connecter à la base ressources humaines ou au répertoire informatique, l'Active Directory, il y a des étapes qui existent avant. Vous n'existez pas dans le système d'information, juste par un claquement de doigts. On va devoir eh bien, faire ce que certains de mes camarades appelleraient un screening. Donc on va en fait vérifier votre pièce d'identité, qui va être cette fois-ci un document régalien, passeport, carte d'identité, titre de séjour. On va vérifier peut-être votre affiliation à un système comme la sécurité sociale. On va peut-être vous demander des diplômes, on va peut-être vous demander un permis de conduire. Donc en fait, on est dans un mix de documents qui sont nécessaires pour pouvoir créer à un moment votre identité entreprise.
Si je transpose ça dans le monde régalien, vous allez voir que c'est la même chose. Vous avez une carte nationale d'identité. Alors pour le système français, vous allez vous présenter en mairie. Vous allez commencer à remplir une partie de votre dossier en ligne auprès de l'Agence nationale des titres sécurisés, l'ANTS. Je continue dans les acronymes, c'est quand même trop drôle. Une fois que vous avez fait ça, vous allez vous présenter en mairie, vous allez fournir une photo d'identité. Surtout, il ne faut pas la coller sur le papier que vous avez imprimé, parce que sinon, ils vont vous arracher les yeux. Bon, etc., etc. Et on va vous demander des choses. On va vous demander un justificatif de domicile. On va vous demander votre affiliation qui explique comment vous avez eu la nationalité française. Voilà, on va vous demander tout un tas de documents. Donc le principe est toujours le même. Il y a en fait toute cette partie qui va être la création, ce qu'on va appeler l'instruction de votre dossier avant qu'à un moment on puisse générer une identité, qu'elle soit régalienne, qu'elle soit professionnelle, et qu'elle vienne dans un support physique ou dans un support informatique comme le computer ou un smartphone. Eh bien, là-dedans, en fait, dans les métiers d'IN Group, qui donc a cette vue holistique, on l'a beaucoup travaillé avec les États, et aujourd'hui, en utilisant les technologies Lexus, on fusionne les deux. On l'amène en fait dans des contextes d'utilisation type entreprise et autres. On pourra en parler en détail, je ne veux juste pas trop déborder, on est bien au niveau du timing. Eh bien, ça veut dire qu'on va présenter dans différents contextes ces documents. Alors vous avez la présentation que j'ai représentée en haut à gauche qui est au comptoir. Vous allez en mairie, il y a quelqu'un qui vous reçoit. Alors, généralement, ce n'est pas forcément debout, c'est plutôt assis, mais il y a quelqu'un qui vous reçoit, un officier d'état civil qui va faire le lien entre vous, une personne physique, et un document, votre document d'identité, avant de dire « Ok, je me base sur ce document pour dire vous aviez déjà une pièce d'identité, etc., etc. » Mais on va avoir d'autres choses qui vont rentrer en ligne. Si vous arrivez en mairie ou dans un contexte entreprise et que vous avez déjà une identité numérique, peut-être est-elle acceptable, peut-elle être reconnue par l'entreprise. Et donc, c'est plus le même système qui va fonctionner. C'est plutôt un système informatique où je vais présenter peut-être ma carte nationale d'identité avec un code PIN et je fais la preuve de mon identité. Voilà. Et donc, toutes ces solutions, en fait, tous ces moyens de présenter des documents, il faut être capable de les traiter. On va par exemple traiter le fait qu'on sait analyser un document d'identité. Je ne parle pas de l'identité qui est dessus, mais du document lui-même. Si j'arrive avec un document qui est un passeport péruvien ou sénégalais, eh bien, bon, on s'attend à ce qu'il y ait peut-être une photo, un nom, des choses comme ça, mais est-ce que c'est vraiment la structure du document qui est attendue ou pas? Voilà. Donc à l'intérieur de IN Group, il y a une société qui s'appelle Kizing Technologies qui a le référentiel mondial de l'ensemble des titres d'identité. Et si vous passez sur le stand, on peut éventuellement vous montrer comment, sortez-nous un nom de pays et on vous sortira toutes les versions de documents depuis, je crois que c'est depuis 1960 ou un truc comme ça, enfin bon, ça remonte très 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 loin. Ah oui, j'étais même pas né en 1960, bon, blague à part. Voilà, on va jusqu'à la structure du document avant de rentrer ensuite dans le fait que, une fois qu'on a vérifié la structure de ce document qu'on ne connaît pas forcément, si vous ouvrez un compte bancaire avec une identité qui vient d'un pays étranger, la carte nationale d'identité du Pérou, personnellement, je ne suis pas familier avec, d'accord. L'étape d'après, c'est de vérifier l'identité qui est dessus, etc., etc. Voilà. Et puis en fait, en bas, on va retrouver ce qu'on appelle des attributs. Donc les attributs, c'est tout ce qui va être quelque part connexe à l'identité, mais qui n'est pas l'identité. Est-ce que Frédéric Laporte a un permis de conduire? Oui. Émis par qui? Est-ce qu'il est valide ou pas valide? Est-ce qu'il a des diplômes? Oui, on espère. Voilà. Est-ce que ces diplômes, on peut vérifier leur origine, leur intégrité et leur validité, etc., etc. Et c'est cet ensemble-là, une fois qu'il est collecté, qui va permettre à un moment de dire on vous donne de l'accès physique, on vous donne de l'accès logique. Alors, en fait, il y a une groupe, d'un point de vue global, on est sur un ensemble de choses qui sont ces trois grandes étapes, que sont l'instruction de dossier, ce qu'on va appeler la création, en fait, la production d'une identité ou d'un ensemble d'attributs, et puis les usages. Et on sait traverser ces trois couches, parce qu'on en voit deux, mais en fait, il y en a trois, qui sont le monde physique et le monde numérique, donc digital et physique. Et en fait, entre les deux, Phygital, qui est la contraction de physique et de digital, qu'est-ce que c'est? C'est je présente un titre numérique à quelqu'un dans le monde physique. Vous allez me dire, mais un exemple? Un exemple, demain, mon permis de conduire complètement dématérialisé, en tant que transporteur, je le présente à un agent de la force publique, ce qu'on appelle un enforcement officer, donc police, gendarmerie pour la France par exemple, et il va utiliser un système informatique dans le monde physique, mais pour vérifier un titre numérique. Donc cette hybridité, en fait, elle est indispensable parce qu'on ne peut pas passer de... Avant, c'était papier, maintenant, c'est digital, mais le lien entre les deux n'existe pas. Voilà. Nous, on le travaille et on l'assure dans de nombreux cas de figure. Je pourrais vous donner des détails. Donc, en fait, on va, pour la partie création,
couvrir le monde physique, le monde numérique. Et dans le monde numérique, là aussi, il y a une sacrée complexité. En fait, la complexité, c'est est-ce que j'utilise une interface qui est une interface web? Est-ce que j'ai une application? Si je veux gérer la vérification des documents de quelqu'un avec ma manière de le faire, mais quoi par exemple? Imaginons que je sois la SNCF, imaginons que je sois, j'espère que je vais froisser personne, MMA Assurance, d'accord? Je veux moi gérer avec ma marque, ma relation avec mon client et pouvoir m'appuyer sur des fondations qui me sont fournies par IAM Group au travers de ce qu'on appelle une API ou un kit de développement logiciel, Software Development Kit. Et c'est mon application qui a mon look and feel, qui a mon interface, qui a mes couleurs qui vont servir. Mais en dessous, je veux pouvoir m'appuyer sur le système IAM Group. Donc, une interface web avec la marque IAM Group, je ne veux pas le voir dans mon paysage. Une application mobile qui serait développée par IAM Group avec le logo IAM Group, la charte graphique IAM Group, je ne veux pas le voir dans mon paysage. Voilà. Et bien, tout ça, on le rend possible au niveau de la création. On accompagne également, bien sûr, la production de ces deux fondamentaux que sont l'identité dans ses différentes versions. Donc, on va trouver dans l'identité un panel complet. Ça va du niveau le plus simple. Alors, j'ai une expression, je vais vous la sortir, qui est le plus simple, c'est une carte d'identification. Pas d'identité, d'identification. Si je travaille dans le bâtiment, je vais avoir une carte marquée, voilà, Société de bâtiment XY, le nom de la personne avec la photo. Moi, j'appelle ça la carte du club des castors juniors. Hein. En gros, il y a la photo de Riri, Fifi ou Loulou et le nom de Riri, Fifi ou Loulou. Et ça fait rien de plus que de montrer ce genre de choses. Éventuellement, on ajoute dedans donc une puce RFID. Donc, je vais faire du contrôle d'accès physique pour accéder au chantier, pour accéder au garage dans lequel il y a les camions, les engins de levage, etc., etc. Et à l'autre bout de la chaîne, on va trouver ce dont on vient de parler, de l'identité numérique, qu'on va pouvoir mettre dans des supports qui sont de la carte à puce, du PC avec une carte mère avec un endroit sécurisé, Trusted Module Platform. Trusted Platform Module, pardon. On va trouver le smartphone dans lequel on charge une application et on va faire des allers-retours avec cette application pour vérifier des choses et envoyer un secret dans le smartphone qui servira à s'authentifier. Voilà. Et puis on a la partie basse qui sont donc les attributs ou credentials en anglais. C'est la version physique ou la version dématérialisée de quelque chose. Alors j'imagine qu'en arrivant ici, et pas seulement, probablement à un moment on a dû vous demander votre passe sanitaire par exemple. Bon, alors j'en parlerai dans un instant et je conclurai là-dessus. Votre passe sanitaire, vous pouvez le présenter en version papier. J'ai imprimé le document que j'ai téléchargé depuis le site Amélie, par exemple, ou que le système d'information de dépistage, SIDEP, avec son nom intime, a généré et m'a envoyé une URL, une adresse Internet. J'ai cliqué dessus, j'ai le document, hop, je le sauvegarde. Ah, vous le sauvegardez, donc vous avez une version dématérialisée, vous avez un PDF. Et vous pouvez présenter le PDF au moment du contrôle. Et puis éventuellement, vous faites comme moi, vous la pétez un peu, donc vous chargez carrément votre passe sanitaire et vous le chargez dans une application mobile pour pouvoir présenter. Voilà. Le cas ultime, hein, je vous montrerai, c'est carrément sur la montre, c'est à mourir de rire. Voilà. Donc vous avez toutes ces choses-là qui sont le même document, les mêmes attributs. Le passe sanitaire n'est pas mon identité, il est lié à mon identité, mais c'est un attribut, c'est un credential. Et je vais donc avoir des contextes, des cas d'usage où je vais pouvoir le présenter à un système d'information pour faire la preuve que je suis diplômé ou que j'ai un pass sanitaire. Par exemple, dans un avenir proche, je vais voyager avec SNCF, je vais voyager avec Air France, eh bien je vais pouvoir faire du ready to go ou du prêt à partir. Je vais charger les informations sur mon billet et dans mon dossier, je vais également charger mon pass sanitaire. Et si ce passe sanitaire est bien un vaccin, etc., eh bien, arrivé à l'aéroport, à la dépose bagages, on ne vérifiera que mon billet d'avion et pour le reste, on me fichera la paix. Donc cette capacité à représenter des attributs et à les amener dans des contextes de vérification, pour ne pas dire de contrôle, associés ou non à une identité, en fait, c'est crucial et c'est ce qui fait qu'après, c'est fluide ou c'est la queue à l'extérieur pendant des kilomètres. Voilà. Dernier élément, c'est donc l'usage. Donc les cas d'usage, ça va être dans quel cas je présente mon identité. Eh bien, pour ouvrir des portes, pour lever des barrières, c'est le contrôle d'accès physique, mais c'est également, je le disais tout à l'heure, un officier sur la voie publique, hein, ce qu'on appelle un contrôle à la portière dans le monde policier, ou un roadside control pour la version anglaise. C'est je présente un document, encore une fois, est-ce que c'est la version papier? Est-ce que c'est le document PDF sur mon mobile? Est-ce que c'est un QR code qui permet d'aller un peu plus vite et de vérifier un certain nombre de choses? Peu importe, tous les documents ne sont pas aujourd'hui malheureusement logés à la même enseigne, mais ça vient.
Ça vient dans le cadre de l'évolution de la réglementation européenne. D'ici 2024, l'identité, le wallet qui va contenir plusieurs identités, plusieurs attributs, la dématérialisation des documents, par exemple, dans le monde du transport, ce qu'on appelle l'EFTI, Electronic Freight Transport Information, tout ça, dès 2024, ça va débarquer, mais alors big time, comme on dit en anglais, hein, rapidement et violemment. Et ça va être la régulation pan-européenne qui va de toute façon obliger l'ensemble des pays à faire ça. Et la partie rigolote, de mon point de vue, c'est que tous ces pays européens qui adoptent la régulation, parce que finalement à un moment ils n'ont plus le choix, eh bien ça va s'étendre au-delà des frontières de l'Europe, dans ce qu'on appelle les pays de l'AETR. Ce sont les pays qui travaillent avec l'Europe et qui ne sont pas les pays européens. Donc les pays Kazakhstan ou le Maghreb, avec l'ensemble des pays qui sont au sud de la Méditerranée. En fait, dès qu'ils ont des interactions avec l'Europe, quelque part, ils sont obligés de se plier à cette manière de faire. Sinon, sinon ils arrêtent le business avec l'Europe, quoi. Voilà. Alors pour conclure, je vais m'appuyer sur ce visuel. Alors sur ce visuel, j'ai regroupé un certain nombre de choses pour vous montrer un peu la largeur du panel de ce qu'on fait. Volontairement, j'ai quitté le monde de l'entreprise, histoire de rigoler un peu, pour vous parler de quelque chose que vous utilisez donc aujourd'hui, malheureusement quotidiennement, à savoir le pass sanitaire. Alors, qu'est-ce qui se passe autour du pass sanitaire? Je le disais tout à l'heure, le pass sanitaire en bas à droite, eh bien aujourd'hui, vous voyez des gens qui utilisent une application mobile pour pouvoir le vérifier. D'accord? Cette application s'appelle Tous Anti-Covid Vérif. Vous êtes supposé avoir, si vous voulez exposer votre passe sanitaire, une version imprimée ou un document numérique type PDF que vous montrez sur votre mobile, parce que montrer le PDF à la main, c'est pas possible, ou bien vous avez chargé votre passe sanitaire dans une application, enfin bon, peu importe. Ça, c'est ce qu'on fait pour faire la vérification de ce document dans différents contextes qui sont les activités. Je vais au cinéma, je vais au concert, je veux aller à un festival de musique, je veux rentrer dans la salle de sport, voilà, je veux juste aller boire un café, j'en passe les meilleurs. Deuxième cas d'usage, deuxième contexte, c'est le voyage. Dans le cadre du voyage, on n'est pas aujourd'hui déjà dans le prêt à partir, dans le ready to go. On est malheureusement encore dans le je présente le document au moment où je vais accéder au TGV, je présente le document au moment où je dépose mes bagages, et by the way, je recommence avec la police aux frontières, et puis je recommence à arriver en porte, à moins qu'on m'ait mis un super bracelet inarrachable, comme ils me l'ont fait à la gare du Nord il y a 3 jours, pour monter dans le TGV. Donc du coup, j'ai passé le cordon sanitaire comme une fleur. Voilà, ça c'est la partie visible de l'iceberg pour vous. En amont, il se passe pas mal de choses. En amont, je vais m'aller sur la partie complètement en haut à gauche. En fait, nous fournissons également un système qui s'appelle ProSanté Connect, qu'on a développé avec l'Agence du numérique en santé, qui est une émanation de la Caisse nationale d'assurance maladie. Ouais, je vous évite les acronymes, là, la CNAM. Aujourd'hui, si je suis un professionnel de santé, je vais avoir une carte à puce dans laquelle j'ai en fait mon identité de professionnel de santé. Ça s'appelle une CPS, la carte des professionnels de santé. Vous ne le voyez pas, mais quand vous voyez votre médecin ou votre pharmacien, en fait, lui, il a inséré ça dans son système informatique. Et de l'autre côté, ben, vous devez insérer la vôtre, hein, c'est-à-dire ma carte vitale, voilà, tout simplement. Et donc, les deux vont faire que le médecin va facturer, on va dire, la sécurité sociale, pour faire simple, et que le pharmacien va facturer la sécurité sociale quand vous prenez vos médicaments. Bon. Ce système-là, comme on le disait tout à l'heure, il a démarré sur la carte à puce, il y a un peu plus de 15 ans. On en a sur le terrain un peu plus d'1 600 000 professionnels de santé qui utilisent ce support. Et ce qui a basculé l'année dernière, et ce qui est en pleine accélération, c'est le fait de partir de cette carte à puce et de fabriquer une version embarquée sur le mobile de mon identité de médecin, pharmacien, sage-femme, kinésithérapeute, j'en passe les meilleurs. Aujourd'hui, pour vous donner juste quelques chiffres pour rire, c'est uniquement 10% des professionnels de santé qui ont activé leur ICPS, c'est comme ça qu'elle s'appelle, hein. Donc 160 000. Au mois d'août, les derniers chiffres que j'ai eus pour le mois d'août, puisque je les collecte mois par mois, c'était 7 millions d'authentifications pour seulement 160 000 personnes. Autrement dit, c'est très utilisé. Et c'est ce qui va permettre aux professionnels de se connecter sur les deux systèmes d'information qui sont le système d'information du dépistage et le système d'information de la vaccination, qui vont permettre d'obtenir à la sortie un pass sanitaire. Son joli nom européen est le Digital Covid Certificate, le DCC. Et donc le même document va se présenter de la même manière, que ce soit parce que vous avez fait un test PCR ou un test antigénique, ou que vous êtes vacciné. Il va y avoir des informations à l'intérieur du QR code qui sont différentes, mais
Voilà, ce sont juste deux systèmes d'information. Hein. L'un, c'est j'ai un vaccin qui est inoculé, l'autre, c'est j'ai juste fait un test. Et à l'arrivée, on obtient le document qu'on va pouvoir vérifier. Alors la manière dont se connectent avec la partie verte qui est Pro Santé Connect, qui est au centre, les médecins, c'est au choix, sur la base de la carte à puce, ou bien ils activent leur version embarquée sur le mobile. Et pour ça, même chose, on a mis des procédures en place qui permettent d'utiliser la carte à puce pour identifier le médecin et son mobile et dériver l'identité dans son mobile. Ou bien pour ceux qui n'ont pas la CPS, parce que vous avez des profils de gens qui travaillent avec le système de santé français, les brancardiers, les gens qui s'occupent des pompes funèbres, etc. Ils travaillent avec les hôpitaux, avec la sécurité sociale, etc. Eux ne disposent pas de cette carte qui est réservée à des gens qui l'obtiennent par l'ordre auquel ils appartiennent, l'ordre des médecins, l'ordre des kinésithérapeutes, des pharmaciens, etc. Eh bien, il y a un autre système qui est la petite base de données que l'on voit. Alors malheureusement, on n'a pas le retour vidéo direct, on ne peut que cliquer pour passer les slides, mais deuxième ligne, troisième logo, hein, le petit empilement de base de données, c'est le référentiel de santé en France, le RAS. Il suffit que l'on renseigne pour une personne son adresse email, son numéro de mobile, et en fait, on va utiliser ces deux canaux, le canal email et le canal mobile, pour que lorsque cette personne nous demande d'obtenir la version activée de son application sur le mobile, application qu'elle va télécharger sur les stores, le store Apple, le Play Store Google, eh bien, on puisse ajouter cette personne au système et ça y est, elle est dans le système pour pouvoir produire ces documents. Dernier élément sur lequel nous sommes également présents, tout ça c'est la partie non visible de l'iceberg, hein, mais qui est très intéressante, c'est les autres cas de figure. Alors les autres cas de figure, ben, je ne vois pas, les Français, il y a la sécurité sociale, les médecins, ça produit les passes sanitaires, donc ça y est, on a tout couvert. Ben non, ma sœur et mon beau-frère habitent aux États-Unis, ce sont des Français qui habitent à l'étranger depuis une trentaine d'années. Et bien des Français qui veulent venir en France et qui habitent à l'étranger, qui ont reçu un vaccin étranger, c'est le MAE, le ministère des Affaires étrangères, qui en fait va recevoir leur dossier et qui va décider si le vaccin qui est inoculé aux États-Unis, en Chine ou à Taïwan est recevable ou non. Voilà, donc c'est bien sûr piloté par la Direction générale de la santé, mais le principe c'est on va donner un équivalent et donc on va permettre aux gens non seulement de rentrer sur le territoire, mais d'avoir eux aussi un pass sanitaire qui sera utilisable un petit peu partout pour aller au musée, au cinéma, au théâtre, etc. etc. Voilà. Et donc toute cette chaîne de production et le système de lecture, aujourd'hui c'est IN Group qui l'a fait en corrélation et sous le patronage d'eux, donc avec le ministère de la Santé, avec l'INRIA, avec un certain nombre de partenaires. Et dans la mesure où, quelque part, là-dedans, on manipule des données personnelles et de santé, l'ensemble des codes sources du système de production, du pass sanitaire et des applications mobiles sont sur des Git, hein, c'est-à-dire des systèmes publics où vous pouvez aller voir le code, savoir ce qu'on fait, ce qu'on ne fait pas, etc. En toute transparence, on a reçu un certain nombre d'audits de la CNIL qui vérifient qu'on ne fait pas n'importe quoi et ça se passe très bien. Voilà. Je crois qu'on a le temps pour quelques questions, puisque on avait jusqu'à... Je ne vais pas avoir ma montre, il est 19, c'est ça? Oui. Alors, donc si vous avez des questions, c'est le moment, je crois. Tu n'as pas le slide de questions-réponses qui apparaît? C'est ballot. J'ai des réponses toutes faites, posez-moi des questions quand même. Posez-nous des questions. Non, on a été clair? Bon. Donc vous voyez, là on vous a montré le côté, on le fait à l'échelle d'un État pour un système comme le système de santé, et bien entendu avec les technologies Nexus et la plateforme Smart ID, on fait des choses à l'échelle de l'entreprise, par exemple pour répondre à la même problématique qui est comment je m'authentifie, comment j'accède à des choses, comment on lit les attributs, etc., etc. Je vous remercie pour votre attention, et bien sûr si vous voulez nous voir en direct et pas poser les questions devant tout le monde, on vous répondra également avec grand plaisir. Et nous sommes... Merci beaucoup.